Et s'il faut choisir entre l'emploi et l'entrepreneuriat, je choisirai toujours l'entrepreneuriat qu'un emploi. Ce sont vos modes de pensée qui déterminent si vous allez réussir ou échouer. Décide Henry Ford, fondateur de Ford Automobile. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre nouvelle émission au carrefour de l'entreprise. Au carrefour de l'entreprise, c'est désormais l'émission qui se met au service des entrepreneurs débutants ou ayant déjà un parcours entrepreneurial édifiant de succès. À travers ces 3 rubriques, à la découverte, instant coaching, secret de succès, votre émission au carrefour de l'entreprise vous emmène au cœur de l'entrepreneuriat et de ses secrets. La rubrique à la découverte nous emmènera souvent chez les entrepreneurs et dans les réalités de l'entrepreneuriat au Bénin. Aussi, cette émission nous permettra de mettre en lumière plusieurs thèmes liés à l'entrepreneuriat dans le but d'outiller nos chefs d'entreprise, d'où la rubrique Instant Coaching, où nous recevrons pour vous des experts selon chaque thème que nous aurons à aborder. Et enfin, la rubrique Secret de succès, comme son nom l'indique, nous permettra de percer le secret de l'entrepreneuriat à la fin de l'émission. Une fois encore, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission au carrefour de l'entreprise. À présent, allons à la découverte de notre tout premier entrepreneur à travers, bien évidemment, votre rubrique à la découverte. Vous êtes béninois, résidant à l'extérieur ou au Bénin et désireux de conduire vos projets de construction à terme en toute sécurité. Contactez Kuiche Limited. Nous sommes spécialisés dans l'architecture, la maçonnerie, le forage, la plomberie, le carrelage, l'électricité, froid et climatisation, la peinture et le coffrage. Avec Kuiche Limited, c'est la réussite de votre projet, clé en main, en toute sécurité, avec une équipe jeune et dynamique pour votre totale satisfaction. Elle met également à votre disposition des biens immobiliers, parcelles, hectares et maisons en toute sécurité. Infoline plus 229 67 36 14 14. Universel Bénin, c'est une entreprise locale qui est spécialisée dans la création artisanale, je dirais plutôt, des vaisselles et des accessoires de table en bois. Nous fabriquons en fait des assiettes, des couverts, des louches, des plateaux, des soupières. On fabrique des tasses de thé, des tasses à café, on fabrique des présentoirs, des verres à vin, des verres à eau. Ben, écoutez, on fabrique quand même beaucoup de choses quand il s'agit des accessoires de table. J'ai une licence en négoce international, option commerce international. Et vous savez, en Afrique, quand les parents te mettent à l'école, on veut que tu suives en fait le système classique. Le système classique, c'est quoi? Aller à l'école, avoir les diplômes, être au bleu. Le système classique. Donc, ça a été difficile pour mon père. C'est vrai, au départ, j'étais dans une entreprise. Après, voilà, je gagnais 150 000 francs. J'avais aux environs j'avais 24 ou 25 ans dans le temps. J'ai gagné 150 000. J'ai été commercial. 2 semaines après, j'ai été promu au poste de directeur d'exploitation. C'était vraiment une joie pour la famille. Et du jour au lendemain, j'ai dit, bon, en fait, je vais plus travailler. Voilà. Maintenant, là, je veux mon propre business. Les parents n'ont pas accepté. Ça a été vraiment un combat entre mon père et moi. C'était pas facile. Mon père n'a jamais aimé. Il ne faisait pas confiance.
je n'avais pas de capital. En fait, comment tu veux faire le truc? Donc, ça a été vraiment dur. Et je le comprenais parce que moi, je me suis formé à l'avance pour savoir en fait quels sont les prix à payer en tant qu'entrepreneur. En fait, l'idée, c'est venu de deux constats. Le premier était, lorsque j'étais encore adolescent, j'étais encore enfant, ma mère m'a mené très souvent chez mon grand-père à Porto Novo. Et lui, en fait, il avait l'habitude de manger, d'accord, dans les assiettes en bois. Ben, un jour, je lui ai demandé, mais grand-père, pourquoi toi, tu manges toujours dans les assiettes en bois? Mais nous, à la maison, avec maman, on utilise de la porcelaine ou des assiettes en plastique. Il m'a dit, ben, ce sont ses parents qui l'ont utilisé, d'ailleurs, d'abord son grand-père, et après ses parents. Et lui-même, il a continué dans l'habitude. Et donc, pour lui, c'est une identité. Et en plus de ça, lorsqu'il mange dans les assiettes en bois, il se sent beaucoup plus en contact avec la nature. Après, 10 ans plus tard, comme on dit, j'ai retrouvé un ami où sa maman était une restauratrice. Elle a l'habitude de commander les assiettes en bois. Bon, j'ai pas plutôt en bois, mais ce sont des particules de bois. C'est-à-dire des assiettes en particules de bois. Et donc, quand elle vient, elle n'est pas satisfaite. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est déjà une opportunité. Là, je me suis rappelé qu'en fait, mon grand-père faisait un truc comme ça. Et c'est de là, l'idée est venue. Et puis, nous avons commencé par faire des tests et arriver jusqu'aujourd'hui. Avec mon salaire. J'ai lancé avec mon salaire. Je vous ai dit, je prenais 150 000 francs. J'ai pris, un tiers, d'accord, de mon salaire. Et j'ai commencé. Avec 50 000, d'accord. On a fait les tests et tout ça, après et tout. Même en 2019, c'est toujours avec les 50 000 on a acheté les bois. Mais pour vous dire vrai, j'ai perdu assez de capital. En fait, j'ai perdu beaucoup de choses. Parce qu'en 2019, si je me rappelle bien, c'est avec 50 000 on a démarré, j'ai fait 25 000 francs de chiffre d'affaires toute l'année de 2019. Il faut des bois qui vont en contact alimentaire. Donc c'est cette première étude que nous avons faite. D'abord, des bois qui vont en contact alimentaire. D'accord? Nous avons trouvé l'ébène qui est bien, mais seulement on peut pas l'utiliser parce qu'en temps d'amenton, ça travaille. Votre assiette peut rester dans votre placard, il travaille, ça va se déformer. Donc c'est à exclure. Il y a l'acajou qui ne va pas en contact alimentaire. Voyez-vous? Les gens nous ont proposé le cassédra, on a essayé le cassédra également. C'est vrai que c'est une essence médicinale, mais comment on dit, avec son contact avec l'aliment n'est pas bien pour l'organisme. On a testé l'iroko, c'était super. On a testé le kaké, c'était super. Mais non, dans ces bois qui sont sélectionnés, en fait, qui peuvent aller en contact alimentaire, il faut également choisir des bois qui sont durs. Voyez-vous, des bois qui sont durs, qui peuvent rester dans le temps. C'est là on a choisi le kaké, le Prosopis africana, son nom scientifique, tout récemment. On a choisi, le Mélina. On a choisi l'Avzeria africana. Donc, ce sont ces trois bois que nous utilisons. Après, on utilise également le teck pour des platans. La différence est claire chez nous. Nous utilisons le bois même. Voyez-vous, on utilise le bois même. C'est dit, cette matière inerte là, on l'utilise. De l'autre côté, il y a beaucoup plus des résidus, des particules. D'accord? Des particules de bois, voilà, des particules de bois. C'est-à-dire les sciures de bois, d'accord? Qui compressent, tout ça. Et également, le design. Tout ce qui est artisanat, tout ce qui est fait à la main, vous ne pouvez pas reproduire exactement. Donc, nous fabriquons en fait des pièces uniques. Voilà. Et également, il y a l'huile alimentaire, c'est l'huile de finition qui accompagne, qui fait aussi en fait la force que beaucoup de personnes cherchent à savoir pour l'instant, mais non pas encore. Bon, mon premier client, je l'ai eu, si je me rappelle bien, en 2019, c'était la seule qui avait acheté chez moi, Madame Fatima. Je peux jamais oublier son nom. Elle l'a vu sur Internet et elle m'a contacté. Je suis venu et je l'ai vendu. Et c'était la seule. La seule. Nos produits sont vendus à l'extérieur, beaucoup plus. C'est pour ça aujourd'hui nous
nous fixons beaucoup l'extérieur que le Bénin. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons des hôtels, quelques restaurants qui viennent voir et qui achètent. À l'extérieur, déjà apprécient ton produit. Ils aiment ton produit. Mon produit n'est pas un produit européen. Je veux pas que ça soit made in Allemagne, made in Germany, made in China, made in France, mais c'est made in Bénin. Voyez-vous, c'est pour ça que nous luttons contre ça. Pour être un entrepreneur, il y a le prix à payer. Il y avait le souci avec mon père qui m'a vraiment bousculé. C'est à 2 doigts d'abandonner, mais je dis non, jamais. Je veux pas abandonner. C'est un projet que j'aime. En plus, c'est un truc nouveau. Et donc, du coup, je veux pas laisser. Maintenant, après, il y a des bois qu'on achète et à la fin, tu ne trouves rien parce qu'il y a tellement de déchus. Il y a des commandes que tu prends et quand tu achètes les bois, tu ne retrouves pas ce que tu veux. Tu peux plus dire au client. En fait, ça fait partie du prix à payer. Ça fait partie de cette difficulté que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur. Ces trucs-là, ça forge. C'est pour ça aujourd'hui, moi, j'adore personnellement des problèmes. Je dis, quand tu n'as pas de problème, tu ne peux pas trouver de solution. Et c'est avec des problèmes que tu deviens fort. Et quand tu deviens fort, tu deviens expérimenté. Et quand tu deviens expérimenté, tu deviens excellent. Et là, on s'appelle expert dans ton domaine. Vous voyez un peu? Je gagne mon salaire, je paye mes employés et puis voilà, tout va bien. Ça fait 5 ans, donc je gagne plus que les 150 000 que je gagnais voilà, parce que j'étais employé. Les parents aujourd'hui sont très fiers de moi aujourd'hui parce que voilà, on envoie les produits un peu partout dans le monde. Il y a des personnalités qui viennent nous voir, nous avons gagné des prix, donc nécessairement aujourd'hui ils sont très fiers. Dans les 5 prochaines années, nous voyons notre entreprise, dans moins 10 pays de l'Afrique. Même si je peux pas être très précis en disant qu'on aura les 10, mais déjà je pense qu'on aura au moins 6 ou 7 entreprises. C'est toujours versé de Bénin dans d'autres pays parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, bientôt en Europe, également dans d'autres pays. Donc nous faisons les parts un à un pour pouvoir atteindre notre objectif, notre vision. Déjà que quand tu es jeune, tu veux entreprendre, il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Il y a des prix forts à payer. Si tu es déjà quelqu'un qui aime la distraction, tu dois diminuer. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup rester avec la famille, tu sauras qu'à un moment donné, tu ne pourras plus. Si tu aimes le sommeil, tu sauras que tu feras des successions de nuits blanches. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas qu'on te critique, tu dois aimer ça. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas qu'on te rejette, tu dois aimer le rejet. Écoutez, il y a tellement de choses. Tu dois être persévérant et courageux. Surtout que nous sommes au Bénin. Mais non, quand tu es entrepreneur, tu es libre. C'est un domaine qui te ramène vers le succès. Ça, c'est sûr. À coup sûr, la réussite, tu l'auras. Mais il y a des étapes. Si tu es quelqu'un qui rentre dans l'entrepreneuriat à cause de l'argent, tout de suite là, ça va te décourager. Selon Francis Bacon, le savoir, c'est le pouvoir. Sur ce, chers entrepreneurs, recevez le savoir. Que dis-je? Le pouvoir avec votre expert dans votre rubrique Instant Coaching. Shalom, nous allons donc répondre pour vous aujourd'hui à la question de savoir ce qu'est l'entrepreneuriat. Eh bien, je dirais que entreprendre, faire de l'entrepreneuriat, c'est concevoir, c'est penser, c'est mettre en œuvre, c'est réussir et c'est surtout faire perdurer, donc assurer une survie d'un projet. Il s'agit d'orchestrer, d'organiser, de mettre en œuvre des actions ayant pour vocation de satisfaire un besoin ou d'atteindre un objectif. En général, quand on parle de l'entrepreneuriat, ça peut être dans n'importe quel domaine. On peut faire de l'entrepreneuriat social, on peut faire de l'entrepreneuriat politique, on peut faire pas mal de choses.
Mais en général, on va le considérer comme de l'entrepreneuriat dans le domaine économique, donc dans le domaine des affaires. Première chose, un entrepreneur, ce n'est pas juste quelqu'un qui fait une affaire ponctuellement. On peut par exemple, je donne un exemple des démarcheurs, on peut être là, on voit des gens qui veulent vendre un bien immobilier, on voit d'autres qui veulent en acheter, on les met en contact, on fait une commission là-dessus. C'est pas vraiment de l'entrepreneuriat. C'est juste saisir l'opportunité d'affaires, ça permet de gagner de l'argent, mais c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est de concevoir une organisation dont on va assurer la bonne gestion afin de pouvoir de manière pérenne, de manière durable, assurer la fourniture d'un produit ou d'un service ou d'un résultat qui vient régler un problème dans l'environnement. Et donc, il faut déjà pas que chaque personne qui fait une petite affaire à gauche, à droite, dise entrepreneur. Cela étant, il faut des capacités données pour être entrepreneur. Il ne suffit pas de vouloir pour être entrepreneur. Certaines personnes se lancent dans l'entrepreneuriat quand ils ont échoué partout ailleurs ou quand ils sont incapables d'être de bons employés. Croyez-moi, celui qui ne peut pas être un bon employé ne peut pas être un bon entrepreneur. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'être entrepreneur que d'être employé. L'entrepreneur, c'est celui qui va prendre les risques. Quand à la fin du mois, parce qu'ils se sont mal organisés, il n'y a aucun résultat, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de profit, les employés s'en foutent. Ils attendent leur salaire. Mais l'entrepreneur ne peut pas s'en foutre. Il va devoir payer leur salaire, il va devoir payer les loyers, il va devoir payer parfois les taxes, il va continuer de dépenser de l'argent, d'investir. La deuxième chose que je dirais en rapport avec ça, c'est que l'entreprendre, ce n'est pas avoir une poule aux œufs d'or. L'entreprise n'est pas une poule aux œufs d'or. L'entreprise est un poussin. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit, j'ai faim, je vais acheter une entreprise ce matin, ou je vais créer une entreprise ce matin, le soir, demain matin, je vais pouvoir manger les fruits de ça. Non. L'entreprise n'est pas une poule qui donne des œufs d'or. L'entreprise est un poussin. Vous achetez le poussin, c'est vous qui allez le garder, le protéger, le tenir au chaud, le nourrir, le vacciner, le soigner, et prier pour que si entre-temps il n'est pas mort, vous finissez un jour par avoir l'opportunité de pouvoir manger ses fruits. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est rapide. En général, j'estime qu'il faut être rassasié pour lancer une entreprise. Il ne faut pas en être au point de devoir attendre l'entreprise pour manger demain ou après-demain, ni dans un mois, ni dans 2 mois, pour créer l'entreprise. Il faut avoir déjà comblé ses besoins élémentaires, soit parce que vous êtes encore chez vos parents, soit parce que vous avez une autre source de revenus, soit parce que vous avez des économies, soit parce que vous êtes chez votre grand frère, votre tante, quelqu'un qui s'occupe de vous. Mais si vous n'avez pas de quoi manger, vous n'avez pas de quoi vous loger, vous ne pouvez pas créer l'entreprise parce que vous n'allez pas avoir les moyens de faire ce qu'il faut pour qu'elle vive, qu'elle prospère et qu'elle porte des fruits. Parce que ça prend du temps de créer une entreprise et on a toujours tendance à croire qu'il suffit de. Rien n'est aussi simple que ça. Quand vous vous y mettrez, vous en réaliserez bien vite que ce n'est pas aussi simple que ça, que c'est bien plus compliqué que cela. Et donc, il faut des capacités, il faut des compétences, il faut des savoirs, il faut des savoir-être, il faut des savoir-faire, il faut des aptitudes. Celui qui est paresseux et qui ne peut pas faire le boulot dans une entreprise, on lui dit clairement quoi faire, comment le faire. On met les moyens à sa disposition. Ou on a parfois déjà trouvé les clients, doit juste s'en occuper. On a parfois déjà trouvé le fournisseur, doit juste s'en occuper. Celui qui est incompétent pour faire ça, celui qui est nul pour faire ça, ou celui qui a tellement de mauvaise foi qu'il ne veut pas bien le faire, ne peut jamais prospérer à son propre compte. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu dit que celui qui s'occupe bien des affaires de son maître, on lui donnera ses propres affaires. La plupart des gens s'occupent mal des affaires de leur maître, ils échouent lamentablement à leur des affaires. Si tu es un apprenti qui vole ton patron quand tu es menuisier, quand tu vas devenir patron d'ailleurs incompétent, tes apprentis vont te voler. Si tu détournes les clients de ton patron, tes apprentis détourneront tes clients. Si quand on te confie les choses à faire chez ton patron, tu n'es pas capable de bien t'en occuper, de le faire avec amour, avec soin, parce qu'en le faisant avec amour, avec soin, tu apprends à bien le faire. En faisant les choses, en lui faisant des économies, tu apprends à faire des économies. En faisant les choses de manière excellente, tu apprends à être excellent. En respectant les délais que ton patron t'a demandé de respecter, tu apprends à être ponctuel. En traitant bien les clients de ton patron, tu apprends à bien traiter tes propres clients demain. Si tu es un mauvais apprenti, un mauvais employé, un cancre, un malhonnête, comme beaucoup de gens, et qu'un jour tu te fâches, bon, c'est le patron qui gagne beaucoup d'argent, tu te fâches, tu t'en vas, je te prophétise, c'est inévitable. Comme on dit en Fongbedosum, la vie a ses règles, personne n'y échappe, tu vas sur sa parole pour l'accomplir. Tu vas échouer lamentablement. Et en général, quand vous voyez un patron, un entrepreneur qui échoue lamentablement, c'est généralement un très mauvais employé, c'est très de malhonnête, qui, sans s'y être préparé, sans s'y être disposé efficacement, s'est levé un jour et a cru que, par convoitise, il était simple d'être patron. Parce que souvent, les employés ne savent pas tout ce qu'un entrepreneur va subir, tout ce qu'il va investir, tout ce qu'il va préparer en arrière-plan. Aucune entreprise n'existe. Ils ne connaissent pas cette défi tous les jours.
Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent aller s'endetter pour continuer de faire certaines choses. Ils ne voient pas tout le sacrifice qu'il fait. Mais quand pendant des mois, rien ne se passe, que lui, il est en train de payer l'électricité, de payer le loyer, ils sont bien contents. Le jour où ils vont voir passer un chèque de 1 million, ils vont s'imaginer que c'est eux qui ont travaillé, que le patron est en train de prendre 1 million, qu'eux n'ont rien eu, que le patron est méchant. Ils vont bêtement comme ça, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot que bêtement comme ça, penser que le patron est en train de les voler. Et c'est là que naît la jalousie. C'est là que naît la convoitise. C'est là que naît la frustration. Au lieu de bien faire les choses, ils vont commencer à mal faire les choses. Ils vont commencer à essayer de gérer les clients de leur patron derrière, alors qu'il est menuisier, qu'il sait à peine commencer à couper le bois. Il ne sait pas encore faire une table droite, mais il estime d'ailleurs que lui-même il est déjà capable d'être menuisier. Il va quitter son patron. Il va d'abord commencer à détourner les clients de son patron. À un moment, il va quitter son patron et va trouver ses simples affaires. Il n'a pas encore appris à régler les problèmes qui arrivent. Parce que dans le métier, dans tout métier, il y a des problèmes qui arrivent. Dans tout métier, il y a des défis auxquels on doit faire face. Le temps de l'apprentissage, par exemple, est un temps pendant lequel on apprend toute la vie liée à ce métier-là. La manière d'être dans ce métier-là, la manière de bien faire les choses, la manière de bien gérer les clients, la manière de gérer les types de problèmes qui arrivent, la manière d'assurer le financement, même la manière de gérer sa famille. Vous devez savoir que chaque type de métier a des défis en termes de vie. Si par exemple vous avez un métier, vous êtes tout le temps parti la nuit, ça implique des défis dans votre famille, dans votre couple. Si tu es un bon apprenti, que tu restes assez longtemps chez ton patron, c'est pour ça que les patrons avant employaient même leurs apprentis ou leurs ouvriers dans leur propre maison. Va me balayer ma maison, va me prendre ça. C'était pas de la maltraitance. C'est que le maître vit avec ses disciples, avec ses apprentis. Parce qu'il doit leur transférer non seulement des techniques professionnelles, mais leur transférer la manière de vivre d'un professionnel. Si tu es un bon apprenti, qui est humble, tu apprendras avec ton patron tous les détails, même comment un homme gère sa femme quand elle est fâchée, comment il fait quand il n'a pas d'argent mais qu'il a des choses à assumer. Tu apprendras tout ça. Tout ça fait partie de l'entrepreneuriat. Si tu es entrepreneur et que, bon, à un moment, tu n'as pas encore fait de profit et que ta femme te met la pression, que tu prends le capital ou l'argent que le client t'a confié pour aller d'abord acheter la robe que ta femme veut parce qu'il y a une cérémonie samedi, quand le client viendra, tu vas commencer à fuir. L'apprenti qui est resté fidèlement chez le patron pendant un certain temps a vu toutes ces choses-là, a vu comment le patron le gère. Bref, entreprendre, c'est être quelqu'un qui a l'état d'esprit, la force, la manière de penser, les capacités, la manière de communiquer, la sagesse, le leadership, les esprits de management, tout ce qu'il faut pour qu'une entreprise marche. Ça s'apprend. Et en règle générale, si tu n'es pas capable d'être un employé loyal, honnête, performant, c'est sûr que tu seras un entrepreneur médiocre. À la différence que comme entrepreneur médiocre, c'est toi qui souffriras. C'est toi qui iras en prison. C'est toi qu'on persécutera. C'est toi qu'on enfermera. Avant, tu faisais les bêtises. Ton patron payait. Quand tu vas être entrepreneur, tu vas avoir les personnes payées ce que tu lui as fait subir et ce que tu es en train de te faire subir par tes erreurs. Ne deviens donc pas, pour conclure, entrepreneur qui veut, mais qui peut. Tout le monde n'a pas la vocation d'être un entrepreneur. Il y a des gens que Dieu a créés pour servir les autres. Et il n'y a pas de honte à cela. Il y a des gens qui ont reçu les configurations, les capacités, les aptitudes et la grâce d'entreprendre et de réussir. Ces gens-là, ce ne sera pas simple, mais ils peuvent y arriver. Veillez à être prédestiné à entreprendre pour entreprendre. Veillez à vous préparer à entreprendre et avec la grâce de Dieu pour réussir. Vous êtes béninois, résidant à l'extérieur ou au Bénin et désireux de conduire vos projets de construction à terme en toute sécurité. Contactez Kuiche Limited. Nous sommes spécialisés dans l'architecture, la maçonnerie, le forage, la plomberie, le carrelage, l'électricité, froid et climatisation, la peinture et le coffrage. Avec Kuiche Limited, c'est la réussite de votre projet, clé en main, en toute sécurité, avec une équipe jeune et dynamique pour votre totale satisfaction. Elle met également à votre disposition des biens immobiliers, parcelles, hectares et maisons en toute sécurité. Infoline plus 229 67 36 14 14. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour y agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1:8. Tout de suite, votre rubrique « Secret de succès ». Tournons-nous vers Marc chapitre 4.
je vais commencer à enseigner sur l'intégrité de la parole de Dieu. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu certains de mes enseignements et que vous connaissez déjà certaines des choses que j'enseigne. Et vraiment, le cœur et l'âme de ce que Dieu m'a enseigné est ce que j'appelle esprit, âme et corps. D'autres personnes peuvent parler d'identité en Christ, des réalités qui sont en lui. Il y a différentes façons d'y faire référence. Mais avant que je puisse enseigner sur ces choses, si vous ne valorisez pas, si vous n'accordez pas la valeur qui convient à la parole de Dieu, si vous ne comprenez pas la puissance qui est dans sa parole, alors tout ce que je vais vous enseigner sera vraiment inutile. Parce que ma révélation et tout ce que je fais passe par la parole de Dieu. Et à moins que vous n'accordiez la même valeur que moi à la parole de Dieu, elle n'aura pas l'impact qu'elle devrait avoir sur vous. Donc, commençons cet enseignement sur l'intégrité de la parole de Dieu. Au chapitre 4 de Marc se trouvent deux des plus importantes paraboles que le Seigneur m'ait révélées. Dans le chapitre 4 de Marc, alors c'est dans les 20 premiers versets, Jésus dit que si vous ne comprenez pas cette parabole, c'est dans le chapitre 4 de Marc, au verset 13. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres ?» Si vous regardez dans Matthieu au chapitre 13, il est question de la même parabole, dite un peu différemment, mais elle dit essentiellement que si vous ne comprenez pas les principes qui sont dans cette parabole, vous ne comprendrez aucune des choses qu'il enseigne. C'est une affirmation radicale. En d'autres termes, c'est la clé. La clé pour déverrouiller les vérités de la parole de Dieu. C'est dire l'importance de ces paraboles. Cela doit être l'une des choses les plus importantes que Dieu ne vous ait jamais dites. C'est tout simplement quelque chose de très puissant. Il s'agit de vérités que j'utilise chaque jour de ma vie. Je reviendrai plus tard sur l'enseignement de Marc, chapitre 4, et à l'interprétation qui a été donnée à partir du verset 14. Donc, dans Marc, chapitre 4, versets 14 à 20. Mais pour l'instant, j'aimerais me concentrer sur Marc, chapitre 4, verset 26. Nous y trouvons une autre parabole de Jésus. Le fond est le même, mais la forme est différente. Dans Marc 4, 26, il est dit « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » C'est merveilleux. C'est l'un de mes passages préférés des Écritures. Si cela n'allume pas un feu en vous, c'est que votre bois est trempé. C'est juste génial. Et je sais que certains d'entre vous se disent « ça ne me fait pas grand-chose ». Eh bien, il vous faut méditer là-dessus parce que c'est vraiment une révélation énorme. Il est ici question de semence. Mais la semence symbolise la parole de Dieu. Si vous regardez dans Marc 4,14, il est dit « le semeur sème la parole ». Cette parabole parlait d'un homme qui jetait des semences, et cela à une époque où ils ne creusaient pas de sillons, ils n'espaçaient pas leurs graines, ils les dispersaient simplement. Et il est question d'un homme qui a jeté des semences sur 4 sols de types différents. Et ce n'est pas une parabole sur la façon de cultiver. Il utilise ici une illustration naturelle, que les gens pouvaient comprendre très facilement, pour illustrer comment le royaume de Dieu fonctionne. Donc, la parole de Dieu est comparée à une semence. C'est ce qui est dit, le semeur sème la parole. Il ne s'agit pas de savoir comment devenir agriculteur, mais de savoir comment le royaume fonctionne. Il est essentiel de noter que la parole de Dieu est comparée à une semence. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, la plupart d'entre nous ne veulent pas devenir fermiers, s'occuper de champs ou autres. On comprend ce passage dans une certaine mesure. Mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. La plupart d'entre nous se contentent d'aller acheter leurs légumes à l'épicerie du coin. Mais ils ne poussent pas à l'épicerie. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer tout ça, mais ils poussent dans le sol. Quelqu'un doit planter une semence et travailler la terre, récolter, puis les amener à l'épicerie. Vous savez que cette viande que vous achetez à la boucherie était un animal à un moment donné? Amen. Et ce n'est pas seulement vrai pour les plantes et les animaux. Savez-vous que vous aussi, vous étiez une semence? L'univers entier fonctionne à partir de semences. Encore une fois, on n'y pense pas, mais il est absolument vrai que tout dans ce monde est le produit d'une semence.
Tous ces arbres que vous voyez, chacun d'entre eux est le produit d'une semence. Vous êtes le produit d'une semence. Chaque animal, chaque oiseau, chaque insecte est le produit d'une semence. Sans semence, rien ne se passe et on ne le comprend que dans le naturel. Si une personne s'allongeait par terre et commençait à prier, à jeûner et à croire que sa récolte va pousser sans jamais avoir planté une semence, vous penseriez que cette personne est complètement folle. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On ne peut pas faire pousser des fruits juste en priant. Vous devez planter une semence et après l'avoir semée, alors vous pouvez prier et espérer augmenter la récolte. C'est possible, mais il vous faut préalablement planter une semence. On le comprend dans le naturel. Mais savez-vous que dans le monde spirituel, les gens font ça tout le temps? Il y a des gens qui prient pour la guérison. Mais quelle semence avez-vous semée pour la guérison? J'ai vu des gens affirmer « Je crois en Dieu pour la guérison ». J'ai donc demandé sur quelle écriture vous appuyez-vous? Eh bien, je ne sais plus si c'est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Mais quelque part, n'est-il pas dit quelque chose comme « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris » quelque part? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme si une femme disait « Je sais que l'homme doit d'une manière ou d'une autre semer une semence. Peut-être que si je me tiens juste à côté de lui, je pourrais tomber enceinte. Est-ce que cela est assez proche? Ou alors si je bois l'eau de quelqu'un qui est enceinte, est-ce que ça suffit? Non. Et je ne vais pas expliquer tout ça. Je vais supposer que la plupart d'entre vous savent comment ça fonctionne. Mais c'est évident, il vous faut planter une semence. On penserait qu'une personne est absolument stupide si elle croit pouvoir récolter sans jamais avoir planté de semence. Et pourtant, combien de personnes ne peuvent même pas citer cette écriture, ni la trouver? C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas guéris? Vous devez avoir plus d'interaction avec la parole. Au lieu de simplement dire « N'est-il pas écrit quelque part? Ce n'est pas quelque part là-dedans ?» Vous ne pouvez pas simplement vous tenir près d'un homme et tomber enceinte. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Ce n'est pas dans la Bible quelque part ?» La parole doit devenir vivante. Elle doit être plantée dans votre cœur. Je suis étonné de voir combien de personnes croient en la guérison. Pourtant, ils ne peuvent pas me citer un passage de la Bible qui en parle. Pourraient y faire vaguement référence, mais ils ne peuvent pas le trouver. Vous devez avoir plus d'interaction. Vous devez avoir une relation avec la parole de Dieu pour pouvoir dire autre chose que « Est-ce que la Bible le dit quelque part? Dieu veut-il me faire prospérer? Quels sont les versets auxquels vous pensez? Quelles écritures avez-vous plantées dans votre cœur ?» Vous savez, il y a plusieurs années, pendant 2 ans, j'ai pris 100 passages des Écritures, je les ai médités, et tout à coup, boum, la révélation arrive, la prospérité arrive. Tout le monde aimerait prospérer. Tout le monde dit « J'aimerais pouvoir construire des bâtiments de 70 millions de dollars sans contracter de dette. J'aimerais pouvoir faire tout ça. » Mais combien de temps avez-vous passé dans la parole? Avez-vous médité sur les Écritures que j'ai méditées? Avez-vous fait ce que je fais? C'est l'un des problèmes. Les gens viennent à l'école. Ils voient les instructeurs, les gens prospérer, et ils entendent des témoignages de gens qui ressuscitent d'entre les morts. Et ils pensent « C'est génial! Je crois que c'est ce que je vais faire. » Et donc, ils s'en vont en se disant « Si Barry Bennett peut le faire, Dieu soit loué, je peux le faire. » Ils sont sûrs d'eux et ils croient. Mais vous n'avez pas passé du temps dans la parole. Vous n'avez pas semé la parole. Vous n'avez pas médité la parole comme lui l'a fait. Et quand vous ne voyez pas exactement les mêmes résultats en 24 heures, vous vous dites « Ce truc ne marche pas. » Non, ça fonctionne. Mais il faut lui donner du temps. Cette parabole juste ici le dit. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour. C'est important, parce que cela montre qu'il faut du temps. Je l'ai mentionné. Dans un enseignement, il y a la semence, le temps et ensuite la récolte. Il y a du temps entre la semence et la récolte. Il y a beaucoup de gens qui pensent « Dieu est Dieu, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu, j'ai un besoin. Boum! Je veux un miracle. » Il y a la semence, le temps et la récolte. Avez-vous déjà planté la semence? Lui avez-vous donné du temps? Ça prend du temps. Certains d'entre vous voient les gens prospérer et accomplir leur destinée. Et vous vous demandez, alors pourquoi ça ne marche pas pour moi tout de suite? Eh bien, ça n'a pas fonctionné pour eux immédiatement. Ça prend du temps. Chers entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi votre émission au carrefour de l'entreprise. Likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu, d'astuces et de secrets pour réussir dans vos entreprises. Ciao, ciao!